Bienvenue dans What's Well, le podcast des explorateurs du bien-être. Je suis Marie Truchot, professeure de yoga, et aujourd'hui on plonge dans un sujet qui me parle particulièrement, l'équilibre hormonal et les troubles qui y sont liés, comme l'endométriose, le SOPK ou encore l'acné hormonal. Pour en parler, j'ai invité Lou Christian, naturopathe spécialisée en santé féminine et digestive, qui a elle-même été diagnostiquée d'une endométriose il y a plusieurs années. J'ai rencontré Lou lors de collaborations avec la marque de cosmétiques bio Dr Oshka et j'ai tout de suite adoré son énergie apaisante. En discutant, on s'est vite rendu compte qu'on partageait beaucoup de préoccupations communes. Elle, naturopathe atteinte d'endométriose, et moi, prof de yoga vivant avec un SOPK. Nos conversations ont naturellement tourné autour de la santé hormonale, du lien entre sport, alimentation et bien-être, et surtout de l'incroyable pouvoir des plantes médicinales pour accompagner ces déséquilibres. Dans cet épisode, on va parler de son parcours bien sûr, des solutions naturelles qui peuvent aider à apaiser les douleurs et les troubles hormonaux, du rôle de l'alimentation, des plantes, de l'activité physique adaptée. Bref, un épisode riche en conseils et en partage que j'ai hâte de vous faire découvrir. Allez, installez-vous confortablement et c'est parti pour cette conversation avec Lou Christian. Hello Lou, bienvenue dans le podcast What's Well. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Salut Marie, merci. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation et d'être au micro aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va évidemment parler de naturopathie, on va parler d'hormones, on va parler de cycle, on va parler d'alimentation, on va parler de sport. Ouais. Et pour rentrer dans le sujet, j'aimerais bien que tu te présentes et peut-être que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Ça marche. Voilà. Du coup, je suis naturopathe, mais j'aime bien dire que je suis éducatrice de santé naturelle parce qu'on est vraiment là pour faire de l'éducation et de la prévention aussi. Et ça fait 4 ans que je suis naturopathe. Avant, je travaillais dans le marketing, je travaillais en agence de publicité, donc des univers complètement éloignés. Ouais, tu m'étonnes. Et j'ai arrêté, je pense qu'on en parlera après, mais j'ai arrêté à un moment donné, ça a été très rapide. Je me suis inscrite dans une école et j'ai fait mes 2 ans d'école de naturopathie. Et au début, je m'étais inscrite plutôt dans le projet de me soigner, parce que je commençais à avoir des problèmes de santé. Et petit à petit, j'ai pris goût à ce monde de l'éducation, de la prévention, de la connaissance du corps. Et je ne pensais pas que je connaissais aussi peu de choses sur mon corps. Et en fait, j'ai commencé à aider petit à petit les gens autour de moi et ça m'a un peu fascinée de voir à quel point, avec très peu de choses, les gens allaient beaucoup, beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore avec la naturopathie, c'est qu'avec des choses très accessibles, on peut aider beaucoup de gens. Et petit à petit, j'ai fait mon chemin, j'ai travaillé en herboristerie, voilà, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles autour de la naturopathie, j'ai de plus en plus de consultants en cabinet. Et aujourd'hui, j'ai une activité qui est partagée entre un travail qui reste toujours dans le marketing, parce que je travaille avec des marques, mais toujours sur le sujet de la naturopathie, de la santé holistique. J'ai créé ma marque de tisane qui s'appelle Les Plantes Savantes et je continue les consultations à côté, donc plusieurs activités. Ok, trop bien. Et il me semblait, tu me dis si je me trompe, mais il me semblait que toi, tu avais quand même une histoire avec l'endométriose. Ouais. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu, expliquer comment ça s'est passé pour toi, la découverte de l'endométriose et puis oui, voilà, comment tu as mis en rapport, j'imagine, la naturopathie. Ouais. En fait, les premiers signes, c'était il y a un peu plus de 7 ans, je pense, où j'ai eu des gros kystes au niveau des ovaires. Quelques mois, années après, ça s'est transformé en une énorme crise de douleur, au point que je tombe dans les pommes, que j'aille à l'hôpital tous les mois.
Et ça, j'étais encore en marketing. Je n'étais pas dans la naturopathie à l'époque. J'avais beau aller tous les mois aux urgences, faire à chaque fois, on fait une échographie pelvienne. Et on me disait qu'il n'y avait rien ou qu'il y avait un kyste et qu'il fallait prendre la pilule. Et je repartais avec une plaque Super. d'antidouleur, d'opiacé, et voilà. Évidemment, c'était pas suffisant pour moi. Et en fait, ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que j'ai commencé école de naturopathie. Comme évidemment, j'ai mis en place des choses pour moi, j'allais beaucoup mieux. Donc, j'ai plus du tout eu de crise de douleur pendant très longtemps. Et quand j'ai repris vraiment une activité professionnelle plus stressante, évidemment, c'est revenu. Ouais, J'ai bah re-eu oui. ces douleurs et je m'étais déjà spécialisée en santé de la femme. Donc j'étais très au fait de De ce qui se l'endométriose passait, et ouais. bizarrement, je m'étais jamais dit que j'avais de l'endométriose. C'est très difficile de s'auto-diagnostiquer quand même. Et puis bon, je suis pas médecin, donc voilà, c'était évidemment difficile. Et en fait, je suis tombée par hasard dans un centre où j'ai fait une énième échographie pelvienne, où la médecin m'a dit bah, vous avez une endométriose. Et je pense que donc j'ai eu 7 ans d'errance médicale, ce qui Waouh, est c'est commun énorme. chez énormément de femmes et la majorité des femmes qui ont de l'endométriose, en tout cas les femmes de mon âge. Moi, j'ai 35 ans, donc les femmes qui ont entre 30 et 40 ans, elles ont eu à peu près ce même temps d'attente. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle plus, c'est mieux diagnostiqué, les médecins sont beaucoup plus informés, donc ça va plus vite. En tout cas, j'espère et j'ai cette impression-là. Mais ça a été un choc pour moi. Vraiment, ça a été un gros choc émotionnel. J'ai mis 1 an ou 2 à m'en remettre et ça fait 2 ans et demi que j'ai été diagnostiquée. Oui, donc voilà, c'est assez récent. pour plusieurs choses, parce qu'en fait, je pense qu'en étant moi-même consciente de ce que c'est que l'endométriose, de la vie qu'on a quand on a une endométriose et que ce soit une maladie chronique dont on ne guérit pas, j'avais conscience de tout ça. Donc, j'étais pas n'importe quelle patiente à qui on annonçait une maladie. J'étais tout à fait consciente de ce qui allait se passer et je pense que ça a aggravé ma réception à la nouvelle. Et ça a été très, très dur, vraiment. Je me rappelle c'était mon père est venu avec moi et on est rentré à pied. J'ai fait une crise de panique, il a failli appeler les pompiers. Enfin, ça a été vraiment un épisode vraiment lunaire. Ah ouais, waouh. Et puis après, voilà, il a fallu et je travaille encore dessus et je mets encore des choses en place. Je découvre encore des nouvelles choses, mais je dirais que c'est pas parce que je suis naturopathe que c'est plus facile parfois. Ça l'a été pour plein de choses, pour comment me prendre en charge et très vite réagir. Mais parfois, c'est plus dur parce que j'ai trop conscience de ce que c'est. Je sais que c'est des cellules cancéreuses bénignes, alors que les gens ne le savent pas. Je sais que ça peut mener à des cancers hormonodépendants. Et comme je suis au courant de tout ça, ça me crée un niveau d'angoisse supérieur. Donc à la fois, c'est super et à la fois, parfois, il y a des choses qu'on aimerait ne pas savoir. Ouais. Alors c'est marrant parce que tu parles du choc que c'est et tout d'apprendre l'endométriose. J'ai pas du tout une expérience d'endométriose moi. À ma petite échelle et à ma moindre échelle, on m'a découvert un SOPK en 2020 et je me souviens que, comme toi, alors pour le coup, moi, je me suis pas effondrée, mais tout simplement parce que j'étais dans le déni. C'est-à-dire que j'ai vu peut-être 5 gynécologues parce que j'étais persuadée que les 2 que j'avais vus avant... Ils racontaient n'importe quoi. Oui, tu sais, genre je voulais pas l'accepter. Donc je comprends totalement ce que tu dis quand tu dis que ouais, tu t'es effondrée, que tu as mis du temps à le comprendre et à l'accepter, le prendre quoi, comme info, parce qu'en fait c'est un truc où tu te dis mais quoi, mais alors du coup moi ça va être compliqué pour ci, pour ça, pour ça. C'est un vrai choc quoi. Donc ouais, je sais pas si tout le monde peut saisir, tu vois, à quel point les femmes qui sont atteintes d'une pathologie hormonale comme ça, elles ont leur vie complètement changée et chamboulée. Et tous leurs projets, et que ce soit de faire des enfants, que ce soit, tu vois, tout est de santé, tout est chamboulé, quoi. Donc tu dis, en étant naturopathe, c'est parfois du coup plus compliqué d'avoir ce diagnostic. Et toi, qu'est-ce que tu as mis en place personnellement en tant que naturopathe pour apaiser un peu cette endométriose ? J'ai mis beaucoup de choses en place et j'ai eu différentes étapes. C'est-à-dire que
C'est beaucoup plus facile de mettre des choses en place quand on n'a pas de douleur, quand on a des douleurs. C'est-à-dire que si je peux pas marcher pendant 3 mois, ce qui m'est déjà arrivé, et que j'habite toute seule et que je peux pas me lever pour faire des courses, je peux pas me lever pour me faire à manger, bah, je vais me faire livrer, je vais super mal manger, je vais pas pouvoir faire de sport. Et du coup, tous ces principes de naturopathie que j'ai appris, je peux pas me les appliquer à moi-même. Ok. C'est là où la phytothérapie, elle est hyper intéressante, parce que faire une tisane, c'est beaucoup plus facile. Prendre des gélules, c'est plus facile aussi. Donc, il y a cette période où voilà, je prenais des oméga 3, donc qui ont une action anti-inflammatoire, parce qu'on est sur des maladies inflammatoires chroniques. Donc de l'oméga 3 anti-inflammatoire, je prenais des choses pour le stress, pour l'émotionnel, voire pour la dépression, parce que j'ai déjà fait une dépression quand je pouvais pas marcher, j'étais clairement au fond du trou. Parce qu'on voit personne. Donc si on a une vie sociale qui est coupée, voilà, émotionnellement, c'est vraiment des moments difficiles. Donc pas mal de plantes, le gomphrena par exemple que j'ai chez moi, que j'aime beaucoup, qui est vraiment un équilibrant émotionnel. Dedans, il y a du magnésium, du sélénium, il y a plein de vitamines B aussi, qui sont très importantes pour l'équilibre émotionnel. Je prends de l'ashwagandha aussi régulièrement. J'ai fait une cure de rhodiola safran aussi pendant cette période-là. Le safran, c'est une plante antidépressive. Rhodiola, c'est une plante adaptogène qui a plutôt tendance à donner de l'énergie. Donc ça, je l'ai pris pendant vraiment toute cette période. Et une fois que ça allait mieux, bah, j'ai pu recommencer à mieux manger, aller sur une alimentation anti-inflammatoire avec presque pas de gluten, presque pas de produits laitiers, beaucoup plus de légumes que j'ai cuisinés moi-même, des fruits évidemment, des protéines, des bonnes protéines, du poisson, des petits poissons gras, maquereaux, sardines, qui sont riches en oméga 3. Des œufs au plat, des œufs mollets ou le jaune d'œuf, il conserve bien son oméga 3 parce qu'il n'est pas cuit, donc il reste liquide. Ça, c'est vraiment des basiques qui paraissent pas grand-chose et en fait qui font une énorme différence. Et assez rapidement aussi. Ça met pas beaucoup de temps pour que ça agisse. Les huiles végétales aussi, c'est hyper important, riches en oméga 3. Donc 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Ça, c'est vraiment, je le fais depuis très longtemps. Donc voilà, ça c'est vraiment moi dans mon quotidien de tous les jours. Et après, évidemment, j'ai pris des plantes hormonales aussi. J'ai pris des plantes qui agissent sur la douleur d'endométriose. J'ai testé plein d'anti-inflammatoires naturels, le PEA, plein de choses différentes. Tout ne marche pas, il y a des choses qui fonctionnent et ça dépend aussi des gens. Et à côté, je fais de la kiné, kiné, ostéo, kiné pelvienne. Acupuncture et reprise du sport petit à petit. Mais ça, c'est par période. Si j'ai trop mal, j'en fais moins. Si j'ai... Voilà. Ok. Et je vois que dans tout ce que tu racontes et tout ce que tu as pris, tout ce que tu as mis en place pour apaiser ton endométriose, il y a un énorme lien entre ta santé digestive, est-ce que tu manges, ce que tu mets dans ton estomac, dans tes intestins, voilà, et ta santé hormonale. Mais est-ce qu'en tant que naturopathe, tu peux nous expliquer un petit peu mieux le lien entre cette santé digestive et hormonale ? Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui n'ont aucune idée de... c'est même un double lien, c'est ta santé digestive hormonale, ta santé digestive et émotionnelle, et ta santé émotionnelle et hormonale. C'est presque plus un triangle. Et tous les trois travaillent ensemble. Le lien entre l'émotionnel et le digestif, et l'émotionnel est très important, je trouve, dans l'endométriose et le SOPK, parce que la majorité des neurotransmetteurs sont produits dans l'intestin. Et si tu as un intestin qui est inflammé, qui est irrité, qui est déséquilibré, tu as très forte chance quand même de ne pas aller très bien émotionnellement, voire d'être en dépression. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Et un intestin qui est irrité et inflammé parce que tu manges une alimentation qui crée de l'inflammation. C'est comme si tu mettais un papier de verre sur ta paroi intestinale et que petit à petit elle s'effritait. Que tes entérocytes, c'est tes petits poils qui sont sur ta paroi, qui t'aident à digérer, petit à petit disparaissent. Ça fait des trous. En anglais, on dit le leaky gut, c'est l'intestin qui fuit. Donc c'est un intestin qui est poreux
Et en fait, ce que tu vas manger, ça va traverser cette barrière intestinale alors que ça ne devrait pas. Ton corps fait une réaction inflammatoire de défense qui est naturelle. Sauf que comme c'est au quotidien, et ben, la réaction inflammatoire, elle devient à un moment donné chronique. Pourquoi est-ce que ça touche le système hormonal? Aussi simplement que ton système digestif, ton côlon, il touche ton système gynécologique. Donc c'est un peu comme quelque chose qui se répand. L'endométriose, d'ailleurs, elle commence au niveau des ovaires et ou du ligament utérosacré, dans la majorité des cas. Et petit à petit, tu as des adhésions qui vont arriver au niveau du côlon, qui vont monter dans le ventre, puis dans les poumons jusqu'au cerveau. Donc, c'est ce même principe inflammatoire. On ne sait pas aujourd'hui si l'endométriose ou même le syndrome des ovaires polykystiques, est-ce que c'est l'inflammation digestive qui a déteint sur le système hormonal ou est-ce que c'est l'inverse? L'inverse, ouais, ok. Ça, c'est pas très clair et je pense que ça dépend de chacun. Et donc, cette inflammation, en fait, elle met ton corps dans un état de stress permanent, d'alerte permanente. Et le corps, quand il est concentré, c'est comme quand on est très stressé, il est concentré sur une seule action, il est en mode survie et il va pas faire le reste. C'est-à-dire que tous les mécanismes hormonaux de la thyroïde, de tes surrénales, ça va passer à côté. Donc c'est un peu de tous ces faits que ça touche ton système hormonal aussi. Ok. Je fais juste une petite aparté parce que je me rends compte qu'on ne l'a pas particulièrement précisé. On est en train d'en parler très naturellement de cette manière. Mais donc, le SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, n'est pas l'endométriose, ce sont deux choses différentes. Est-ce que je te laisse un peu expliquer ce que c'est exactement et pourquoi on peut avoir l'un sans l'autre, parfois les deux, parfois... Enfin, voilà. Ouais, l'endométriose, c'est donc une maladie inflammatoire chronique dont on ne guérit pas, comme le SOPK d'ailleurs, syndrome des ovaires polykystiques. L'endométriose, elle va provoquer de très 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 fortes douleurs. On disait avant que, mais pas forcément, il y a des femmes qui ont de l'endométriose qui ne sont pas au courant. Mais en général, on diagnostique parce qu'il y a très forte douleur, c'est un peu le premier point d'alerte. Le SOPK n'est pas forcément douloureux, beaucoup moins douloureux, en tout cas chez beaucoup moins de femmes. Ça, c'est vraiment les deux points de différence les plus importants. L'endométriose, on disait avant que c'était de l'endométriose, de l'endomètre, des cellules de l'endomètre qui se trouvent dans l'utérus, qui se déplaçaient en dehors de l'utérus. Aujourd'hui, il y a eu d'autres études qui montrent qu'il y a des hommes qui ont de l'endométriose, alors qu'ils n'ont pas d'utérus. Je savais pas du tout. Et du coup, on dit juste que ce sont des cellules qui ressemblent à de l'endomètre, qui sont en dehors de l'utérus. Et ces zones, c'est donc des cellules cancéreuses bénignes qui migrent à travers le système lymphatique, comme on a dit tout à l'heure, des ovaires ou des ligaments utérosacrés jusqu'à l'intestin, les poumons, le cerveau. Encore une fois, c'est pas chez toutes les femmes. Oui. Le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, il est vraiment, son nom, c'est indiqué dans le nom, c'est sur les ovaires. Donc c'est une multiplicité de petits kystes qui doivent faire moins d'1 centimètre sur les ovaires. Il doit y en avoir, je crois, minimum 5 pour qu'on considère que ce soit un syndrome des ovaires polykystiques. Le syndrome des ovaires polykystiques est une maladie chronique, mais je crois qu'il n'est pas considéré comme une maladie inflammatoire, contrairement à l'endométriose. C'est plus considéré comme un dérèglement hormonal. Exactement. Basique, Exactement. Donc l'endométriose a clairement une cause beaucoup plus inflammatoire. Syndrome des ovaires polykystiques a une cause qui est liée à un dérèglement hormonal, souvent qui vient d'une hyperinsulinémie qui peut provoquer un syndrome métabolique, c'est-à-dire une prise de poids assez importante, une inflammation de bas grade, comme on appelle ça, et on reconnaît ça à une prise de poids qui se fait plutôt sur le haut du corps et notamment sur la partie abdominale. On appelle ça la graisse abdominale, et ça peut provoquer un syndrome des ovaires polykystiques parce que notre production de cortisol, tout ça est perturbé pour plusieurs raisons.
Donc effectivement, c'est 2 approches différentes. L'endométriose, elle peut provoquer des douleurs, elle peut provoquer, des problématiques de fertilité. Moi, j'aime pas parler d'infertilité parce que je trouve que c'est très dur et c'est Ouais, très bah, moi, c'est ce qui radical. m'avait choquée, le plus, hein, enfin, Et il y a plein d'exemples de femmes qui ont eu des enfants, parce qu'elles ont mis en place des choses. mmh, Donc l'infertilité, je trouve que c'est tellement dur comme mot, pour une mmh. femme. Donc je préfère parler de problématiques autour de Oui, la je pense que tu as fertilité, raison. de difficultés pour la fertilité, mais voilà. Hem, donc l'endométriose, voilà, c'est ça. Je passe tout ce qui est émotionnel. Les troubles digestifs, dans Mmh 90 des femmes qui ont de l'endométriose ont un intestin irritable ou un SIBO. Donc c'est mh. une Oui. prolifération bactérienne ou fongique dans l'intestin, ce qui fait qu'elle ballonne énormément. Le syndrome des ovaires polykystiques, ça va être surtout l'acné, Mmh. souvent sous forme de kystes douloureux qui sont sur la mâchoire, le cou, le menton. Encore une fois, c'est pas chez tout le monde. Ça peut être une hyperpilosité, Mmh. plutôt des poils très drus, très Mmh. noirs. Plus de difficultés, pour tomber enceinte versus l'endométriose, souvent. Parce Et qu'il y des a cycles plutôt irréguliers, voire parce qu'il y a pas absence de de il y cycle. a il y a pas d'ovulation généralement, donc Exactement. Ce qui est ouais. pas forcément le cas dans l'endométriose, ça OK, dérange pas forcément ton cycle. OK. Donc Ça, je savais pas, voilà, tu vois? à peu OK. près les différences entre les 2. Merci de nous avoir éclairés. Est-ce que tu pourrais, je reviens un peu à cette histoire d'alimentation et à notre sujet, voilà, juste avant, de phytothérapie, voilà, pour améliorer, bah, la condition, quand on a de sa condition quand on a de l'endométriose, pardon. Est-ce que tu pourrais, là, comme ça, nous citer ton top 3 des plantes médicinales, qui pour toi, bah, soulagent le plus les symptômes, de l'endométriose ou Mmh. du SOPK d'ailleurs, c'est comme tu veux Mmh. et comment ça fonctionne en fait? Qu'est-ce qu'elles font ces plantes? Je commence par l'endométriose. Ouais, bien sûr, vas-y. Je dirais, c'est pas facile de choisir. Il y en a beaucoup, en fait, des plantes et qui sont très accessibles en France. La première, je dirais le framboisier. C'est Mmh. aussi une des plantes les plus connues. Framboisier, il est extraordinaire parce que il est astringent. Donc ça veut dire qu'il a la capacité, il contient beaucoup de tanins, donc il a Mmh. la capacité de fermer les tissus. Donc pour tout ce qui est vraiment règles hémorragiques, ça va fermer les tissus au niveau de l'utérus et du coup, ça va Mmh. éviter les règles trop abondantes et donc ça va aussi réduire la douleur parce que les règles sont moins hémorragiques, moins éprouvantes. Ça agit aussi en tant que, enfin, c'est une plante hormonale, donc elle va Ouais. réguler le cycle. Elle va aussi travailler sur l'acné s'il y a de l'acné. Donc ouais, vraiment une des plantes phares, voilà, en Mmh. phytothérapie pour l'endométriose. Beaucoup de gens qui parlent du gâtillier, moi je suis pas du tout fan du gâtillier. Moi, on me l'a carrément J'ai vu le déconseillé pour le SOPK, hein. Oui, On m'a en dit, fait, dès qu'il y a un surtout pas. kyste, il faut surtout pas prendre de gâtillier et je trouve que dans beaucoup de formulations pour l'endométriose, il y a du gâtillier donc attention, je le dis du coup, quand on parle Ouais, de plantes, attention au gâtillier qui n'est OK. pas du tout conseillé quand on a des kystes et dans l'endométriose, très souvent, il y a des kystes ovariens Mmh. donc Mmh. attention à ça. Une autre plante que j'aime beaucoup, c'est l'achillée millefeuille. Ouais. Aussi régulatrice hormonale, mais elle a une particularité, c'est qu'elle travaille sur la microcirculation du petit bassin. OK. Et l'endométriose, c'est douloureux aussi, parce qu'il y a une congestion du petit bassin. C'est pour Mmh. ça qu'on conseille de faire du yoga, des étirements, etc. Cette congestion, elle vient aussi écraser ce fameux ligament utérosacré Mmh. qui va provoquer des sciatiques extrêmement OK. douloureuses. Et donc, plus on a mal, plus on se contracte, plus ça contracte, plus ça écrase, plus ça crée de l'inflammation, plus, etc., etc. Donc, très intéressant comme plante ouais, hormonale et qui agit sur la microcirculation, qui travaille aussi au niveau lymphatique. Donc, ouais, plante très intéressante. Et la troisième, je dirais, c'est la camomille matricaire, Ah ouais? que j'adore. C'est une plante, J'aurais pas dit. c'est celle qui a un tout petit bouton jaune. Oui, OK. Donc, il y en a une, c'est la romaine pour Mmh. dormir, et celle-ci, c'est l'autre, la C'est matricaire. l'autre. Et celle-ci, elle a plein de vertus. Elle est antispasmodique, donc elle est antidouleur pour les règles douloureuses. C'est une apaisante émotionnelle et surtout, c'est une apaisante de la colère. Ah ouais? Elle OK. travaille sur le foie et en médecine traditionnelle chinoise, le foie, c'est Oui, OK. l'organe de la colère. Et souvent, quand on a de l'endométriose, on a beaucoup de colère en nous. OK. Et j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps qui expliquerait qu'une des causes de l'endométriose serait
une trop grande gentillesse qui empêche une colère naturelle de sortir. Et c'est pour ça que les femmes, quand l'endométriose, ont beaucoup de colère en elles. Ok, c'est drôle. Ouais. Ok. Et effectivement, pour l'avoir testé chez beaucoup de femmes, c'est un retour que j'ai sans leur dire pourquoi, qui me disent qu'elles ont beaucoup moins de colère. Donc très intéressant comme plante. Ok. Et donc, dans l'expérience que tu as faite, toi, avec les changements alimentaires que tu as opérés, voilà, qu'est-ce que tu as vu qui fonctionnait le plus sur toi dans les changements alimentaires que tu as eu? Parce que, bon, on sait très bien que si on écoute comme ça, on va nous dire faut plus manger de gluten, il faut pas boire de lait de vache, il faut pas nanana, il faut pas ceci, il faut être complètement végétarien, vegan, nanana. Mais en fait, moi, avec le SOPK, quand je suis passée complètement végétarienne, en fait, ça s'est pas du tout bien passé. Ça a été une catastrophe. C'est rare que ça se passe bien. Mes cycles étaient encore pires que quand je mangeais des protéines animales, en fait. Donc, j'attends ton... Alors, effectivement, le véganisme, c'est vraiment ce qu'il y a de pire quand on a un dérèglement hormonal. Tout simplement parce que... Merci de l'affirmer, ce n'est pas que dans ma tête. Et franchement, non, c'est pas dans ta tête, c'est le cas chez plein de femmes. J'ai eu le cas d'une consultante qui était vraiment végane, qui mangeait même pas d'œufs. Et en fait, elle avait plus ses règles depuis 1 an. Donc voilà. Elle avait pas de maladie du tout. Et en fait, je lui ai dit de se faire des bouillons de poule ou de poulet, sans manger la viande, mais juste de boire le bouillon. Elle a eu ses règles au bout d'1 mois. Donc en fait, c'est juste une preuve. Il y en a plein d'autres, des exemples comme ça. C'est très simple, c'est juste que ton système hormonal, il a besoin de protéines, il a besoin de bon cholestérol, il a besoin de bons gras, il a besoin de collagène pour fonctionner. Et c'est exactement pendant les périodes de ménopause, c'est pareil. Les femmes qui ont le plus de symptômes de préménopause, c'est parce qu'elles ne mangent pas assez de protéines et pas de bons gras. Et après, il faut bien choisir ses protéines, c'est-à-dire que manger de la viande rouge tous les jours, non. Peut-être en manger 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, oui. Mais ça veut surtout dire manger des bons œufs avec le jaune liquide dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est du bon gras, c'est de l'oméga 3. Manger du beurre cru parce qu'il n'est pas pasteurisé, il n'a pas été chauffé, et t'as plein de vitamines, t'as plein de minéraux dans le beurre, et c'est pas cuisiner au beurre, ça veut dire te faire une tartine le matin avec du beurre, par exemple. Mais ça, c'est incroyable de l'entendre, parce que j'ai l'impression que là, à l'aube de 2025, le beurre, c'est... Ah, le beurre, pas des rétro-satanas, le beurre, mais le mauvais beurre. Voilà, mais en fait, le beurre dans l'imaginaire collectif, c'est, tu vois, c'est à bannir, alors que du beurre cru de bonne qualité, Exactement. Voilà quoi. Et non cuisiné, parce que c'est sûr que cuisiner avec du beurre, c'est très bon, mais c'est pas fifou, quoi. Donc on cuisine plutôt avec de l'huile d'olive, on assaisonne, ce que je disais tout à l'heure, avec des huiles végétales riches en oméga 3. Ça, vraiment, l'huile végétale riche en oméga 3, pour moi, c'est là où j'ai vu le plus d'effets. Moi, j'ai jamais été végane. Ah non, le pire truc que j'ai testé, parce qu'évidemment, j'ai testé plein de trucs, c'est le crudivorisme. Et ça m'a ruiné mes intestins. Ça nous étonne pas trop. En fait, on n'est pas vraiment pour ce genre mais voilà, chacun sa vie. J'ai tenu 3 semaines et franchement, j'ai mis des mois à m'en remettre. Donc attention à tout ça, vraiment. Moi, je l'ai testé parce que voilà, je faisais des études et que j'avais envie de tester des choses sur moi. Mais vraiment, je recommande pas. Donc, je dirais que... Donc oui, évidemment, pour manger des protéines, des bons poissons, des fruits de mer, des crustacés, c'est riche en iode, ça fait marcher la thyroïde. Voilà, vraiment, c'est très équilibré au niveau hormonal. Donc, évidemment, les protéines. À alterner avec des protéines végétales de temps en temps. Pour moi, la plus grosse problématique quand on a une endométriose et un syndrome des ovaires polykystiques, c'est qu'il y a une hypersensibilité à l'insuline, donc à une consommation de sucre qui peut vite nous faire basculer dans les pires travers de la maladie et les pires symptômes, ça c'est clair. Dès qu'on va manger des bonbons, boire de l'alcool, des choses comme ça, moi je le ressens direct sur mon cycle, c'est vraiment presque immédiat. Et j'ai une sensibilité, c'est-à-dire que très vite je vais devenir accro, très vite ça va me apporter une grosse dose de dopamine et tout, parce que je suis souvent fatiguée, et là ça commence, et là le dérèglement il se met en place, et ça agit sur plein de choses, sur mon sommeil, sur mon stress, sur mon énergie, et là c'est la cata. Et du coup, comment on gère ça, d'ailleurs, les envies de sucre quand on a un dérèglement hormonal?
Parce que quand même, ça fait du bien de temps en temps de se Oui, faire une petite, bien sûr. Non, tu mais ça, vois, c'est sûr. un petit cadeau Ça, c'est clair. et une sweet treat. Mais Ouais. genre, comment on gère? Parce qu'on sait que tomber dans Mm. l'excès, et c'est vite arrivé quand on a ces cravings, ces envies énormes. Surtout quand on est fatigué, Ouais. surtout quand on n'a pas le moral, surtout évidemment. Là, c'est là où le cerveau, il se dit j'aimerais bien un bon sucre rapide, là, Du tout de chocolat. suite, là. Bah, le chocolat, c'est pas mauvais si tu manges du chocolat noir. Oui, Tu mais manges c'est un pas le plus carré. kiffant, quoi. Voilà, c'est pas... Ouais, je comprends. Je comprends. L'idéal, c'est de te dire, ok, je m'accorde, j'ai envie d'un gros truc sucré, une grosse pâtisserie, un truc où je sais que je vais boire de l'alcool. Bah, c'est juste que déjà, tu es conscient de ce que ça fait sur ton corps. Et tu vas le faire une fois, tu vas pas le faire tous les jours. Oui. C'est aussi ça la différence. Et à côté de ça, tu te fais une bonne assiette de légumes, Oui. tu te fais une bonne séance de sport le lendemain et tout roule, tout s'équilibre. Le problème, c'est quand tu n'es pas conscient de ce que ça fait sur ton corps et que tu le fais tous les jours. Et là, ça devient vraiment catastrophique. Ok. Et déjà, tu nous as donné beaucoup de tips. Je pense qu'il y a pas mal à faire. Bon, Je super. reviens sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu parlais du fait que, tu sais, t'es revenu pour apaiser les symptômes de l'endométriose, d'abord par la phytothérapie, puis l'alimentation, puis voilà, c'était par étapes. Et tu as parlé un tout petit peu du sport. Ça m'intéresse énormément parce que moi, de mon expérience, donc encore une fois, pas du tout endométriose, mais SOPK, je suis professeure de yoga à la base. J'aime beaucoup bouger, j'aime bien l'activité physique, mais en fait, je me rends compte quand même, et je m'en suis rendu compte très très vite avec mon SOPK, que quand j'avais une activité physique qui était trop intense, en fait, j'empirais mon SOPK. Pourtant, les médecins conseillent toujours de faire un maximum de sport quand on a un dérèglement hormonal. Donc, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Et pourquoi toi aussi, tu nous as un peu expliqué que c'était parce qu'avec les douleurs et tout, le sport arrivait en dernier. Mais j'imagine qu'il y a aussi une réflexion autour de comment on met en place le sport avec un dérèglement hormonal. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Ouais, bien sûr. En fait, trop de sport, c'est hyper déminéralisant. Okay. Donc, parce que tu transpires beaucoup. Et du coup, dans ta transpiration, tu perds des vitamines, du magnésium, tous les minéraux qui servent à équilibrer ton système nerveux, à réguler ton foie, à réguler ton système hormonal. Il y a ça. Il y a le fait que ce soit hyper inflammatoire. En fait, les gens qui courent 1 heure ou 2 heures par jour, ils doivent avoir des douleurs chroniques au niveau des articulations. Vraiment, ils perdent énormément leurs cheveux parce qu'ils sont déminéralisés aussi. En général, ils n'ont plus leurs règles aussi. Les femmes, il y a plein de sportifs qui n'ont plus leurs règles. Il y a une raison aussi de ce pourquoi le sport en excès n'est pas bon, c'est que ça booste ta production de cortisol. Ouais. Donc ton cortisol, c'est ton hormone du stress. Ouais. Et tu le mets en mode survie, qui doit normalement être une action qui est très rare quand tu es vraiment en danger. Et là, en fait, le fait que tu le mettes en action tous les jours de façon intense, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que le corps est focalisé là-dessus tellement qu'il en oublie de produire les hormones, il en oublie de s'occuper de ta digestion, il oublie tout ça. Il est focalisé là-dessus et le cortisol, surtout, c'est ultra pro-inflammatoire. Okay. Donc, effectivement, c'est complètement déconseillé. Ton système hormonal, c'est un orchestre qui est très facilement déréglable pour nous, de par nos maladies. Et vraiment, tout doit être adapté. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de plantes adaptogènes en ce moment, et c'est hyper intéressant. C'est que tout fonctionne ensemble. Et dès qu'il y en a un qui est déréglé, ça dérègle tous les autres. On a toutes nos hormones, le cortisol, on en a besoin évidemment tous les jours, mais il s'équilibre avec les autres. Dès que c'est déréglé, c'est là où ça part un peu en freestyle. Donc ça crée des fatigues chroniques. J'imagine que toi, peut-être ça t'a donné plus de boutons, ça t'a donné des douleurs, des dérèglements au niveau de ton cycle. Enfin, j'imagine qu'il s'est passé tout ça en fait. Ouais, en fait, j'avais l'acné qui ressortait en poussée d'un coup, et puis alors du kyste douloureux, enfin vraiment, genre tu sais, l'inflammation quoi, vraiment le kyste qui fait mal.
c'est pas le type de bouton, tu sais, que tu vas t'amuser à percer ou quoi. Tu ne Non. peux pas le toucher, en fait. Enfin, c'est c'est horrible. vraiment très douloureux. J'avais donc les cycles qui se rallongeaient, et j'avais plus jamais mes règles. Donc, parce que beaucoup plus de difficultés à ovuler, en fait. Donc, ça a continué de reculer le moment où j'allais avoir mes règles. Ça a déréglé mon sommeil aussi. Ouais. Qu'est-ce que j'avais vu en fait, j'avais l'impression que j'étais une pile électrique et que j'arrivais jamais à me calmer. Et quand enfin j'arrivais à me calmer, en fait, je tombais dans une fatigue extrême, mais extrême, quoi. Bah ouais. Donc, pour avoir fait un truc, des fois, qui me semblait pas être énorme par rapport à certaines personnes, j'étais plus capable de le faire, quoi, parce que j'étais vraiment genre... Donc, je pouvais, par exemple, faire des séances de salle ou aller courir, je sais pas, peut-être 1 à 2 fois par semaine sur 1 mois et demi. Et le mois d'après, j'étais incapable de le faire parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'avais été non-stop pendant 1 mois et demi. Ouais. Et que, boum, comme tout était redescendu enfin, là, j'avais plus de jus pour le mois d'après, quoi. C'est exactement ça. Ce plus de jus, en fait, c'est un vide des surrénales. Okay. Ces petites glandes qui sont au-dessus des reins. Et c'est comme l'essence de ta voiture, en fait. Quand c'est vide, t'as tendance à aller vers des excitants parce que t'es épuisé, donc tu prends du café, du thé, de l'alcool, du sucre. Et en fait, c'est pire parce que c'est comme si tu t'essayais de démarrer ta voiture à fond alors que t'as plus d'essence dedans, ta voiture, elle se pète. C'est exactement la même chose. Donc, et ça, c'est difficile à accepter. On est dans une société où on n'a pas le droit d'être épuisé. On ne peut pas. Sinon, on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent, on n'a pas de vie sociale, donc c'est très compliqué. Ouais. Et je sais qu'aujourd'hui, je vais éviter d'avoir des pratiques sportives, tu vois, qui sont trop intenses. Parce que, en fait, j'ai pas envie d'aller chercher cet épuisement. J'ai envie de pouvoir faire du sport régulièrement, me bouger régulièrement, mais sans, tu vois, genre que tout mon corps soit en état d'alerte totale. Voilà, quoi. Donc, et j'avais besoin, de parler de ça aussi avec quelqu'un qui pouvait dire « Oui, ça fonctionne comme ça, en fait ». Mais moi, tu vois, j'ai pas réussi encore à trouver cet équilibre au niveau du sport parce que j'étais très sportive. Il y a plusieurs sports dont je suis vraiment passionnée et c'est des sports qui sont vraiment ça va le tennis, le vélo de course, donc c'est des sports qui sont quand même très engageants physiquement. Et moi, c'est vraiment un point sur lequel j'ai une énorme frustration, donc je le fais quand même. Et c'est pas bien parce qu'après j'en peux plus, je suis épuisée, donc je vais pas faire de sport. Bref, et le sport, il doit être régulier pour être efficace. Donc, il faut que ça rentre dans mon cerveau. Et c'est pas facile. Et que je me dise, non, en fait, vaut mieux faire moins, mais au moins, je sais que je le ferai tous les jours et toutes les semaines. Un petit peu, ou tous les 2 jours, tous les 2-3 jours, mais c'est pas facile encore. Je trouve que, c'est toujours difficile de changer ses habitudes. Donc... Et je change un peu de sujet parce que j'ai quand même envie qu'on parle de ça et que je vois que quand même l'heure tourne. Les plantes savantes, donc c'est ta marque de tisane. Ouais. Avec toute ton histoire et ton vécu, je comprends totalement du coup que tu aies eu envie aussi de lancer cette marque de tisane. Est-ce que tu peux nous parler de la création de cette marque et tu nous as un peu dit pourquoi c'était le format idéal selon toi pour accompagner les femmes, mais j'aimerais bien que tu nous parles de cette marque et de ta passion, ton amour, parce qu'on sent que c'est fait avec beaucoup d'amour, ces tisanes. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Quand j'ai commencé à créer la marque, je testais évidemment sur moi. Et je l'ai commencé à la tester quand j'ai eu ces fameux 3 mois où j'ai pas pu marcher. Et je suis allée voir une ostéopathe qui est un petit peu magicienne aussi, c'est vrai. Et je lui ai pas dit que je prenais des plantes et tout. Et j'ai toujours travaillé avec des plantes de très bonne qualité, donc qui ont quand même des vertus. Il y a une efficacité qui est clairement supérieure. Bon, ça, je vais pas en parler aujourd'hui, je pourrais passer 1 heure à parler de ça. Mais elle a un peu mis les mains sur mon corps et tout. Elle m'a dit, c'est marrant, quand je vous touche, j'ai l'impression que vous êtes allongée sur un lit de plantes. C'est trop drôle. Et ça, je me suis mise à pleurer, c'était très très fort. Et en fait, donc je lui ai raconté mon projet. Donc ce projet...
En fait, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé en herboristerie. J'ai monté une herboristerie aussi dans laquelle je travaille plus, mais je suis vraiment tombée en amour pour la phytothérapie pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a ce contact avec les plantes. Moi, je les mélange moi-même, je les mets en sachet, ça sent bon. Voilà, vraiment, c'est quelque chose qui me ramène à la terre et je trouve qu'à Paris, on n'a pas souvent cette occasion-là. C'est un peu mon moment privilégié à moi. J'en ai vraiment besoin dans ma vie. Et quand j'ai quitté l'herboristerie pour d'autres projets, ça me manquait beaucoup. C'est aussi un projet de contact où je vais à l'encontre des petits producteurs, souvent qui sont des petites productrices en France, donc j'adore ce contact-là. Mais surtout, quand j'étais en crise, que je ne pouvais pas marcher, je me suis dit, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas mettre en place tout ce que j'ai appris en naturopathie parce que je ne peux pas marcher, je ne peux pas me faire à manger, je ne peux pas faire de sport. Émotionnellement, ça ne va pas. Je suis très dépendante des autres et du coup, je me suis lancée à fond dans la micronutrition. Sauf que je prenais 10 gélules par jour. En fait, je prenais un truc anti-inflammatoire, un truc pour la circulation, un truc pour la dépression, un truc... Et j'étais là, je prenais des cachets à longueur de journée. Ça me coûtait 300 € par mois quand même aussi. Et je me suis rappelée de tout ce que j'avais vécu en herboristerie. Je me suis dit, mais en fait, les plantes, dans un sachet qui te coûte entre 18 et 23 €, tu peux créer une synergie avec toutes ces vertus-là. Alors, ça ne répond pas à tout, mais ça répond à la majorité. Et donc, j'ai recommencé à faire des mélanges, à commander des plantes, contacter les petits producteurs. Ça m'a aussi aidée émotionnellement à me sortir de cette crise interminable de douleur. Et en fait, au bout de 2 cycles, je recommençais à marcher. Et c'est la seule chose que je faisais. Et je mangeais super mal. Vraiment, j'avais une hygiène de vie catastrophique. Et ça m'a quand même aidée à marcher. Je l'ai fait que pendant 4 mois et après, j'ai arrêté. Et j'en ai pas pris après pendant 2 ans. Et je me suis dit, j'avais jamais testé quelque chose d'aussi extrême sur moi. J'avais testé des plantes pour la digestion, pour la peau, voilà, des choses assez classiques. Mais de voir que ça fonctionnait aussi bien sur moi, ce qui est toujours différent que quand on le propose à quelqu'un d'autre, et de voir que ce que je trouve magique avec les plantes, enfin c'est pas magique, ça s'explique, mais j'aime bien dire le mot magique, c'est qu'il y a une vraie transformation au niveau cellulaire, et c'est-à-dire que tu fonctionnes sous forme de cure, tu te fais une cure de 3 mois, et après, tu n'as pas besoin de prendre autre chose, ce qui n'est pas toujours le cas des médicaments ou de même certains compléments alimentaires que tu es obligé de prendre toute l'année. Mais c'est une contrainte de dingue. Je partais en week-end, j'avais mes 15 boîtes de compléments alimentaires, j'avais une valise pour mes compléments alimentaires. C'est genre comme les gens malades ou les vieux, ouais, tu sais. Ah, mais c'était horrible, je ne pouvais plus me voir en peinture. Compléments alimentaires. Vraiment, je ne pouvais plus me voir en peinture. Et je me disais, c'est pas possible, je vais pas vivre ma vie comme ça. Et voilà comment ça a débuté pour toutes ces raisons-là. Et ça fait pas très longtemps qu'elle existe, cette marque, ça fait 1 an et demi. Et c'est un projet que j'ai à côté d'autres projets. J'espère qu'un jour, ça sera un projet à temps plein. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais voilà, je le fais avec beaucoup de passion. Et ça se voit. Tous les retours que j'ai sont tellement positifs, tellement... ça me rend tellement heureuse, en fait, quand j'ai des filles qui m'écrivent, qui me disent qu'elles n'ont plus de crise, qu'elles vont mieux, qu'elles ont réussi à trouver un travail, qu'elles ont une vie sociale, ça m'aime beaucoup, ouais. C'est vraiment trop cool. Donc, tu parlais de petits producteurs, du fait que voilà, tu préférais aller chercher des plantes de meilleure qualité et tout. Ouais. Moi, j'ai quand même envie de savoir comment ça se passe, ça. Si tu me dis que tu peux en parler pendant 1 heure, je me risque un peu. En fait, tu as malheureusement des qualités de plantes qui sont très différentes. Tu vas avoir, je vais pas citer des noms bien sûr, mais tu vas avoir des lieux qui vendent des plantes qui sont en miettes, qui sont grises, qui n'ont pas de goût, qui sont pas bio, qui viennent d'Égypte ou de je sais pas où. Et elles seront beaucoup moins efficaces. Qui ont subi un voyage, qui ont subi... Voilà, exactement, qui ont subi ça, qui ont été chauffées à des températures très très hautes. Donc c'est comme l'alimentation. Plus tu brûles un aliment, moins tu conserves de vitamines et minéraux. C'est exactement pareil. Tu sais pas sur quelle terre elle a poussé. Ta terre, elle est hyper importante. Il faut qu'elle soit riche aussi. C'est là où la plante pousse. Donc, tout ça, c'est très important. Y a des choses que j'ai observées qui m'ont pas plu parce qu'on est sur des maladies qui sont hormonales où les perturbateurs endocriniens
ils ont leur place et on doit vraiment y faire attention. Et ça passe aussi par les plantes, ça en fait partie. Donc il faut vraiment avoir une qualité qui soit à minima bio, Déméter si c'est possible, et pourquoi pas travailler en France, puisqu'en fait on a déjà une centaine de plantes en France, donc c'est déjà très bien. Ok, c'est intéressant. Je savais pas du tout que ça pouvait se sélectionner comme ça. Enfin, ça m'était jamais venu à l'esprit, quoi. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. J'ai 2 petites questions à te poser. Ouais. La première, ce serait pour les femmes qui traversent un diagnostic en ce moment d'endométriose et qui se retrouvent comme toi il y a quelques années. Quel message ou quel conseil t'aimerais leur transmettre aujourd'hui ? Allez voir un ou une naturopathe pour apprendre sur votre corps. Comment est-ce qu'il fonctionne ? Soyez maîtresse de votre corps. Ayez vraiment conscience de ce que vous mettez dans votre assiette. Ayez conscience de quel type de sport vous faites. Comment ça impacte votre système hormonal, votre système émotionnel. Ne croyez pas qu'il n'existe qu'une seule solution. Il n'existe pas que ça. Il existe plein d'autres solutions. Je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, mais en tout cas, apprenez sur votre corps. Et en fait, on peut avoir des super résultats et on peut très bien vivre avec ces maladies-là si on apprend sur notre corps. Ça met du temps, c'est de l'investissement, mais ça vaut le coup en fait, vraiment. Ok. Et enfin, c'est une question que je pose à tous les invités. Tu es obligée de répondre. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment, dans le milieu du bien-être, que tu n'aimes pas ou qui te dérange et contre lequel tu aimerais pousser un petit coup de gueule ? Ouais. Vas-y, dis-nous tout. C'était rapide, ma réflexion. On en parlait tout à l'heure, le sport à outrance. Je suis vraiment, parce que j'ai aussi de l'endométriose, parce que je suis naturopathe, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis fatiguée de voir cette industrie du bien-être que je trouve parfois pas du tout saine. Parce qu'on prône une femme qui doit être une super bonne maman, une super entrepreneuse, une meuf qui a plein de followers, qui a plein d'amis, qui gagne des millions, qui fait du sport à outrance et a le temps d'aller 2 heures chez Dynamo tous les jours. Voilà, en fait ça me fatigue parce que c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Pour en avoir rencontré quelques-unes, elles vont pas super bien, sincèrement. Je vois pas comment tu peux bien aller avec un tel niveau de stress et de niveau d'exigence de toi-même. Et je trouve que ça donne l'impression aux femmes, je trouve que c'est pire que les années 50 en fait, parce qu'encore les années 50, on devait être une bonne mère, une bonne femme au foyer. Là, en plus, tu dois être une super working girl. En plus, tu dois faire du sport. Enfin, en fait, ça ne s'arrête pas. Enfin, c'est une espèce d'accumulation sans fin de la femme parfaite, de l'image de la femme parfaite. Et je trouve que c'est épuisant et c'est surtout extrêmement culpabilisant pour les femmes comme nous qui ont des maladies qui ne peuvent pas, ou même des femmes qui n'ont pas de maladie. C'est vraiment... Ouais, c'est hyper culpabilisant et c'est vraiment un point qui me dérange. Ouais. Ok, c'est hyper intéressant parce que tu es la troisième ou quatrième personne que je reçois dans ce podcast. Qui dit ça ? Et oui, le message... Enfin, c'est pas exactement le même message à chaque fois, mais globalement, il y a quand même une grosse pression en ce moment sur le milieu du bien-être, sur ce qu'il faut faire pour aller bien, sur le sport, pour ci, pour ça, et sur les injonctions qui pèsent sur les femmes. Donc ça me fait plaisir. Je crois que ça va être le message de cette saison, en fait. Ouais. Donc voilà. Ouais, il est hyper important, je trouve. Ouais. Ça me fait plaisir. Bah écoute, Lou, on arrive à la fin de ce podcast. Ouais. Merci beaucoup d'avoir parlé au micro de What's Well. Vous pouvez retrouver Lou sur les réseaux sociaux, Lou Santé Naturelle, et les plantes savantes sur Internet aussi. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous suivre, nous aussi, Beams Club, sur les réseaux sociaux, Marie Truchot ou beamsclub.fr. Merci à vous. Merci Lou. Marie. Au revoir, à bientôt. Salut. J'espère que cet échange avec Lou vous a inspiré autant que moi. Son approche naturelle, son expérience personnelle et son expertise en naturopathie nous rappellent à quel point l'écoute du corps et des solutions douces peuvent faire une vraie différence dans nos vies.
Si vous souhaitez en savoir plus sur son travail, je vous invite à la suivre sur son profil Instagram Lou Santé Naturelle et à découvrir ses tisanes, les plantes savantes, conçues pour accompagner les femmes souffrant de troubles hormonaux. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça m'aide énormément à faire grandir What's Well et à continuer de vous proposer des conversations inspirantes. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode de What's Well.